Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter le mémorandum de collaboration entre Startup Deep Tech et grandes entreprises que l'on a produit en partenariat de BPI France, France Industrie et l'INPE. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette mission, on va commencer par quelques mots d'introduction de chacun des partenaires afin qu'ils puissent vous expliquer leurs enjeux par rapport à ce document. Ensuite, on pourra donc dérouler le document rubrique par rubrique. Et ensuite, nous pourrons passer à une phase de table ronde avec 4 intervenants, une table ronde de bonnes pratiques où les intervenants vont faire des retours d'expérience très concrets. Et ensuite, enfin, on pourra passer à la phase de Q&A. Alors, sans plus tarder, passons à quelques mots d'introduction, donc avec David Bougeot, de la direction Deep Tech France. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour vous récapituler en quelques mots comment ça s'inscrit dans la démarche Deep Tech de BPI France, le deal mémo, on a lancé le plan Deep Tech il y a plus de 2 ans. Maintenant, on avait plusieurs objectifs. Il y avait un premier objectif qui était vraiment d'augmenter le nombre de startups Deep Tech qui étaient créées sur le territoire. Et là-dessus, on a des très bons chiffres puisque il y a plus de 40% de startups Deep Tech qui sont créées depuis 2020. Et on a aussi un autre objectif qui est celui du développement et de la croissance des startups. Ce développement et cette croissance, il se fait par un soutien financier d'une part. Et là-dessus, BPI France a encore augmenté ses objectifs à 2 milliards d'euros d'ici la fin du plan Deep Tech. Donc là-dessus, tout va bien. Et on sait que finalement, dans cette démarche de croissance et de développement des startups, il y a une chose qui est importante finalement, c'est que les startups, à un moment, elles puissent aller au marché. Et elles puissent avoir des clients et finalement elles puissent se raccrocher au monde socio-économique traditionnel. On sait que c'est pas toujours évident pour les tech. Ça passe par une relation qui est renforcée entre les startups et les acteurs corporate. Pour nous, c'est un axe qui est au cœur de la pérennisation du plan Tech. C'est un axe qui est prioritaire pour nous cette année. Et pour ceux qui étaient connectés hier, on a lancé la plateforme Tech in Fab, qui met en relation les startups de la tech et les acteurs de la fab. Et on a signé bien évidemment un partenariat aussi avec France Industrie pour renforcer cette collaboration au mieux. Et c'est là-dedans que s'inscrit le deal mémo, le mémorandum de collaboration qui sort aujourd'hui. Donc cette collaboration entre startups et grands groupes, elle se fait à plusieurs étapes de leur vie, que ce soit au niveau de la conclusion d'un POC, sur des aspects réglementaires, mais aussi sur l'industrialisation. Et puis on l'espère aussi à terme, et c'est là-dessus qu'on aura gagné notre pari, que ça se fera sur des rachats d'entreprises. Et donc pour nous, c'était important d'entamer ce grand axe collaboration start-up grand groupe par quelque chose de concret, par quelque chose qui puisse permettre aux start-up et aux grands groupes de mieux appréhender leurs relations, de poser un cadre de confiance, puisque c'est autour de cette confiance qu'on sait que les choses vont se bâtir, pour mettre des bases qui sont saines et qui sont partagées. Et donc on sort des mémos que je ne vais pas faire durer. Et c'est important de le dire, ça a été co-construit par des acteurs qui sont clés dans cette démarche Startup Grand Groupe, puisque, alors bien sûr, BPI France, on est évidemment très proche des startups, on ne va pas vous l'apprendre. France Industrie qui rassemble plusieurs grandes fédérations industrielles et donc qui est proche de plus de 44 grands groupes, et Jean-Philippe vous parlera après du mémorandum qui a été signé, et donc l'industrie qui est au cœur de cette démarche grand groupe, et bien sûr l'INPI qui est incontournable sur les questions de propriété intellectuelle, qui est un sujet majeur. Ça a aussi été construit par beaucoup de startups et de grands groupes qui ont participé à la démarche et qui seront cités après, et on les remercie pour leur participation. Sans plus attendre, je vais laisser la main, et encore merci, je vois que le compteur monte, vous êtes de plus en plus nombreux, on en est ravis. Jean-Philippe, c'est à toi. Merci Louise. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Je suis ravi de participer au nom de France Industrie. Alors, pour commencer, permettez-moi d'évoquer une évidence en disant que les collaborations entre les grandes entreprises et les startups existent depuis plusieurs années, c'est pas nouveau. Et que ces collaborations ont démontré leurs nombreux avantages, mais aussi, hélas, parfois leurs limites. Ce en quoi le mémorandum de collaboration devrait pallier. J'ajoute que les startups, notamment de Deep Tech,
sont fortement créatrices de valeur en France et d'emplois. Elles sont aussi des futures grandes entreprises industrielles et qu'à ce titre, il faut pouvoir les soutenir et c'est le sens de l'engagement de France Industrie. Justement, c'est dans cet état d'esprit que France Industrie s'est attachée dans sa feuille de route 2021, mais aussi pour les prochaines années, pardon, à donner une impulsion supplémentaire à ces collaborations. Alors concrètement, nous avons créé un club startup qui s'appelle Tech Factory, qui réunit pour la promotion 2021 18 CEO de startups industrielles. Et on a également initié un manifeste des grandes entreprises pour les startups, à travers lequel 26 grands acteurs industriels s'engagent à renforcer leurs liens avec l'écosystème tech. Alors, je vous invite à aller consulter ces deux initiatives sur notre site internet, sur le site internet de France Industrie, qui, comme le disait David, est l'organisation représentative de l'industrie en France, et nous comptons parmi nos membres 25 fédérations et 44 grandes entreprises. Alors, ces deux initiatives que je viens de mentionner, elles ont été annoncées hier avec la présence et le soutien d'Agnès Pannier-Runacher et Cédric O. Et elles s'ajoutent au partenariat que nous avons signé au même moment avec BPI France en faveur de la Deep Tech. Et ce deal memo, ce mémorandum de collaboration est l'un des premiers livrables. Alors, France Industrie a la conviction que ce document aidera à la compréhension, à la confiance et à la considération mutuelle. Il contribuera également au maintien d'un juste équilibre qui est très important entre les grandes entreprises et les startups. Et ce juste équilibre, quand je dis qu'il est important, c'est que il est même indispensable à la réussite des collaborations. Merci Jean-Philippe. Pénélope, c'est à toi. Merci Louise. Moi je suis là, je suis ravie d'être présente pour représenter l'INPI qui participe donc à ce deal mémo aux côtés de BPI et de France Industrie. En fait, nous, cette participation au mémorandum de collaboration, désolée, elle semble tout à fait naturelle. L'INPI, depuis plusieurs années, accompagne notamment les startups dans leur stratégie propriété intellectuelle en France et à l'international. Le sujet des collaborations n'est pas nouveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur un axe de développement justement de notre accompagnement sur comment mener une collaboration, que ce soit avec un partenaire public ou un partenaire privé. Et donc, en fait, ici, notre participation au mémorandum de collaboration s'inscrit dans cette mouvance-là, puisque on a d'une part, en fin d'année dernière, lancé notre programme d'accompagnement dédié en fait à la collaboration publique-privée au transfert de technologies, qui s'appelle Alliance Pays et qui donc vise, via un accompagnement individuel des entreprises, à les accompagner dans leur réflexion sur comment je mène une telle collaboration. Et donc aujourd'hui, le mémorandum de collaboration Deep Tech, en fait, poursuit en fait cet axe, parce qu'on se rend compte que la collaboration en fait entre start-up et grands groupes, c'est essentiel pour une start-up parce que potentiellement elle veut aller à l'international, elle veut pénétrer des marchés comme le disait David, et en fait pour pénétrer un marché, elle doit être accompagnée. Elle n'a pas forcément les moyens de le faire elle-même, moyens financiers, moyens technologiques. Et donc, en fait, elle va partir à l'encontre d'un grand groupe. Le grand groupe, lui, à côté, en fonction de sa méthode de fonctionnement, il va peut-être manquer d'agilité pour pouvoir avoir de nouvelles technologies. Et en fait, ce partenariat va pouvoir lui apporter un élément de différenciation parce qu'il va mettre en avant une technologie vraiment de rupture avec une start-up qui est nouvelle. Et donc, en fait, il va se faire connaître sur l'ensemble des marchés. Donc là, le mémorandum, dans cette collaboration, en fait, il va s'inscrire comme un outil pour structurer le dialogue, parce qu'il va recenser les sujets incontournables, dont la propriété intellectuelle, qui est effectivement un enjeu majeur dans tout partenariat de collaboration. Et ce mémorandum, pour nous, en fait, il doit être perçu comme un support que chacun va s'approprier et qui va constituer, en fait, le point de départ des discussions pour ensuite encadrer le projet qui est commun. Il va éviter du coup de faire l'impasse sur certains éléments qui vont s'avérer utiles dans la gestion du projet, parce que la propriété intellectuelle, si on la gère pas depuis le départ, eh bien quand on arrive à en discuter au niveau des résultats communs, eh bien, on se dit on fait quoi, on l'exploite comment, et ces questions-là, si on les a pas résolues en amont, ça peut être des heures de perdu, voire une rupture de collaboration
mais chacun repart avec ses connaissances et en fait repart avec rien, ou du moins prend le risque de repartir avec rien. Donc la gestion de cette PI, commune ou non d'ailleurs, puisque un projet ne mène pas forcément un résultat 100% commun, elle doit être anticipée au regard de la collaboration elle-même, mais aussi au regard des objectifs de chacun. Et donc là, en fait, ce mémorandum de collaboration qui aborde d'autres sujets que la propriété intellectuelle trouve parfaitement sa place. Donc à la fois que ce soit l'accompagnement de l'INPI qu'on a d'une manière générale complété par ce mémorandum de collaboration, en fait, ce sont des outils qui peuvent être perçus, à notre avis, comme une garantie de l'investissement et du sérieux qu'un partenaire va mettre en œuvre pour mener un projet, va mettre en œuvre, en fait, pour discuter de ce projet et notamment discuter de la propriété intellectuelle. Et donc, pour nous, ça semblait tout naturel de participer à cette initiative. Merci beaucoup, Pénélope. Alors, donc, sans plus tarder, on vous l'a dit, ce document a été co-construit. En fait, pour vous expliquer un petit peu la genèse, c'est vrai que on a pu constater, dans le cadre de collaboration, il y avait un déséquilibre. C'est ce que nous ont dit tous nos speakers en introduction, un déséquilibre. Et parfois, les startups pouvaient être noyées par un grand nombre de clauses. Voilà, ce qui était un peu problématique. Inversement, les grands groupes, on sait très bien qu'ils se lancent donc du coup avec une start-up dans un partenariat qui est risqué, ils n'ont aucune garantie. Donc en fait, ça nous a semblé vraiment important de mettre tout le monde autour de la table, donc toutes les personnes que vous voyez du coup mentionnées sur cette slide, afin de se dire bon, ben voilà, quels sont les points sur lesquels il faut absolument s'accorder, de quoi est-ce qu'il faut discuter avant de se lancer dans le partenariat. Alors, petit rappel sur le document. Donc, ce mémo, c'est un document outil qui sert de cadre de négociation d'un partenariat ou d'un co-développement également entre une startup deep tech et son client grand groupe ou grande entreprise. Et on vous rappelle également que ce document n'a absolument aucune valeur juridique. Il faut le voir vraiment comme une checklist. Donc, première étape de la collaboration. Qui est la société, forcément, qui est la startup. Côté grand groupe, qui est l'interlocuteur opérationnel identifié. C'est important de savoir, en fait, qui est cette personne qui va être un peu comme le chef de projet, qui va être au contact avec la startup au jour le jour pour faire avancer les choses. Le sponsor du projet, lui, ça va être une personne qui sera, donc évidemment, c'est, on va dire, le commanditaire de ce partenariat. Et c'est cette personne-là qui va être le plus à même de débloquer les situations quand il a besoin. Il va pouvoir intervenir à plus haut niveau. On pense que c'est essentiel également, afin de désiloter un grand groupe, de mettre le contact juridique et le contact achat. Alors certes, ces personnes ne vont pas participer aux négociations, ils viendront après. Mais c'est bien de les informer dès le début qu'il y a donc cette initiative qui est en train de prendre forme. Côté startup, généralement, on a le fondateur qui est dans la boucle. Après, ça dépend aussi la maturité de la startup et comment elle est structurée. Mais bon, généralement, ça va être le fondateur qui va un peu s'occuper donc du projet. Il va y avoir ensuite le responsable de compte. Pareil, c'est celui qui va être en contact, bien identifié avec le grand groupe. Encore une fois, si la startup est bien structurée ou est assez mature. On a trouvé aussi intéressant de mettre le contact du Chief Scientific Officer ou du CTO de la startup, parce que mine de rien, notamment dans le cadre de co-développement, c'est lui qui va être le référent du projet, c'est lui qui aura vraiment les mains dedans. Et aussi parfois donc le contact juridique quand il y a une structure juridique il y a un référent juridique dans la startup. Ensuite, on va dire, voilà, la durée souhaitée de cette relation d'affaires en mois ou en année, est-ce qu'elle est renouvelable, oui ou non? Les aspects financiers. Alors, dans tout partenariat, il va forcément y avoir des flux financiers. Il va y avoir, par exemple, du temps, il va y avoir du matériel à apporter. Bref, il est important de se dire, voilà, quel est l'objet du financement et comment est-ce qu'on le calcule. Référencement de la startup, là, donc c'est pour que la startup soit référencée en tant que fournisseur. Alors, c'est vrai que généralement, quand on n'a pas forcément de process startup adapté, c'est qu'il y a tout un tas de documents qui est nécessaire. Il est important de se dire, voilà, la startup, quels sont les documents dont on a besoin, mais il arrive parfois qu'on demande trop de documents et que la startup ne soit pas en mesure de les fournir. Donc, pour que ça ne soit pas bloquant, on peut opter pour un référencement simplifié. Donc, il est important de se dire, voilà, est-ce que c'est possible, pas possible, quels sont les documents vraiment nécessaires pour pouvoir référencer la startup en tant que fournisseur. Les termes et les modalités de paiement envisagées, est-ce qu'on est sur du mensuel, trimestriel, annuel, et important de se dire les conditions et délais de paiement. Parfois, donc, dans les grands groupes, c'est par exemple que 45 jours fin de mois. Et bien là, ça vient un peu fragiliser la trésorerie de la startup. Alors, on ne dit pas il faut faire ci ou il faut faire ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut se le dire pour que la startup puisse anticiper.
Ah oui, et un point évidemment que j'ai oublié de vous préciser. Donc là, je vous projette cette partie du document. Et en fait, ce document, vous voyez, il y a une notice juste de l'autre côté qui vient en regard. Où du coup, pour chacun des blocs, voilà, vous avez un petit peu des petites guidelines. Donc voilà, ça pour les objets, donc paiement, flux financier. Ensuite, le suivi du partenariat. Alors, souvent, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais ça peut être important de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir comme réunion de suivi? Quelle est la gouvernance du projet? Parfois, dans le cadre de co-développement, c'est important peut-être de fixer des instances de gouvernance. Pendant la task force, une startup nous a expliqué un petit peu tout ce qu'elle mettait en place, des comités techniques, des comités experts. En fait, voilà, bon, certains peuvent trouver ça lourd, certains veulent avoir peut-être un peu plus de fluidité, mais voilà, il est quand même important de se dire qui va faire partie un peu du copil de ce projet et comment vont être prises les décisions. Qui a le droit de veto, comment est prise la majorité. Voilà, donc ça, c'est pour arriver au mieux à gérer le projet au jour le jour. On passe ensuite au cœur de la proposition. Là, c'est vraiment, en fait, on acte la valeur que l'on souhaite créer ensemble. On décrit les engagements de la start-up, on décrit les engagements du grand groupe. Par exemple, la start-up, je m'engage à fournir une plateforme qui, grâce à l'intelligence artificielle, arrivera à sortir des patterns très intéressants, enfin voilà, que sais-je. Côté grand groupe également, voilà, qu'est-ce que je m'engage à faire. Il faut aussi parler du degré d'exclusivité. Ça, c'est une notion qui est un petit peu sensible, mais en effet, voilà, il faut toujours que ce degré d'exclusivité soit limité à un domaine technique, temporel, géographique et à un usage précis. En effet, on comprend bien que, par exemple, quand on est grand groupe, par exemple, on a envie de garder un petit peu l'exclu du projet, sauf que bon, la startup, elle, de son côté, elle a besoin de pouvoir vendre ailleurs. Dans tous les cas, il faut s'accorder là-dessus. Ensuite, une fois que la solution sera développée, comment est-ce qu'on l'intègre? Est-ce que c'est fait en interne, par exemple par le grand groupe? Est-ce que c'est avec la start-up? Est-ce qu'on monte une équipe commune? Ou est-ce qu'on fait appel, par exemple, à une SS2I? Et donc, les coûts de cette intégration, qu'est-ce qui va les porter? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que c'est 60-40? Voilà, il faut en discuter. Ensuite, caractère innovant et analyse de risque stratégique. On le sait très bien, quand on travaille avec une entité innovante, on prend le risque que ça ne fonctionne pas. Ça se trouve, les résultats attendus vont peut-être pas être ce qu'on va obtenir. Peut-être ça ne va pas fonctionner. Peut-être que, voilà, il faut se le dire. En quoi est-ce que c'est important, mais également se dire quels sont les risques et opportunités du projet. Quelle est la valeur que l'on souhaite créer. Les risques et opportunités pour chacun. En fait, voilà, pour un grand groupe, ça peut être sortir un nouveau produit. Pour une startup, ça peut être également, de peaufiner sa solution. Voilà, il faut se le dire et de manière spécifique pour chacun, mais également de manière commune. On enchaîne avec le sujet de la dépendance économique. Alors, légalement, un groupe doit s'assurer que la startup a une clientèle qui est diversifiée. Un groupe ne peut pas, faire appel à un fournisseur dont qui est totalement dépendant de soi. Alors parfois, une startup va peut-être être en des négociations avec une autre entreprise, mais rien n'est encore signé. Donc du coup, il est possible, par exemple, en fournissant des lettres de confort, de démontrer que, alors certes, à l'instant T, on n'a pas d'autres clients, mais que c'est en bonne voie. Du coup, voilà, il faut en discuter. Confidentialité et propriété des données, assez sensible. Alors, gestion de la confidentialité. En effet, chacun de son côté a forcément une certaine confidentialité à respecter. Cependant, quand on veut négocier, quand on veut se dire, on a envie de se lancer ensemble sur ce projet, il faut bien lâcher un petit peu de lest. Il faut bien définir le périmètre de ce qu'on est prêt un peu à se lâcher dans le cadre de ces négociations et qui resteront certes entre nous, mais voilà. On est obligé, parce que sinon, si personne ne dit quoi que ce soit, on ne risque pas d'avancer très très loin. Ensuite, sur la communication de ce partenariat. Alors, c'est vrai que c'est un levier considérable, un levier commercial considérable pour une start-up, de pouvoir communiquer sur ce qu'elle a fait avec un grand groupe. Même si le grand groupe ne peut peut-être pas être mentionné, il y a des alternatives à ça. On peut dire par exemple, voilà, on a signé un partenariat avec un énorme acteur, quelque chose d'assez vague, un énorme acteur industriel qui est présent dans une dizaine de pays, que sais-je. Mais voilà, il faut qu'on se dise et comment, si on accepte de communiquer ensemble, par exemple, comment est-ce qu'on utilise des logos, il y a toujours les sujets de marque de chaque entreprise qui sont très importants. Voilà pour cette notion de confidentialité, propriété et de données.
La propriété intellectuelle. Là, on arrive dans le cœur du sujet. C'est vrai, quand on est une startup deep tech, la notion de propriété intellectuelle est extrêmement importante. Alors, il faut se dire, voilà, chacun de son côté. Quelles sont les connaissances antérieures? Quelles sont les connaissances nouvelles? Dans tous les cas, Pénélope, tout à l'heure, lors de la table ronde, vous en dira beaucoup plus. Donc voilà, qui amène quoi? Quelles sont les connaissances nouvelles? Et l'utilisation et l'exploitation de ces connaissances. Pendant le partenariat, après le partenariat, voilà, c'est ici qu'on va être vraiment régir les grands principes de propriété intellectuelle. Ce que l'on a créé ensemble, est-ce que la startup a la licence exclusive? Qui est-ce qui peut l'utiliser? Qui est-ce qui peut exploiter tout ça? Il faut s'accorder dessus. Encore une fois, on ne va pas être là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. On est juste là pour vous dire voilà, il faut faire attention et voilà quelques éléments qui peuvent peut-être vous aider et vous guider là-dessus. Et ensuite, la fin du partenariat. Alors, ça, c'est important de se dire en amont quelles sont les causes de résiliation de ce partenariat. Parfois, ce qui peut arriver, et c'est pour ça qu'on suggérait de mettre donc un sponsor et on va dire un chef de projet pour le projet, en fait, ça se trouve, le sponsor ou le chef de projet vont quitter l'entreprise. Et en fait, ce n'est pas une raison pour laquelle le projet doit s'arrêter. Il y a eu du temps, il y a eu de l'argent dépensé. Et donc, en fait, si on coupe tout d'un coup parce que, par exemple, un groupe a un changement de stratégie, c'est pas une raison pour couper du coup le partenariat et que la startup se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. Donc, c'est important d'acter en amont. Voilà, qu'est-ce qui fait que le partenariat peut être rompu? Et dans ces cas-là, comment on s'accorde? Qui est-ce qui paye pour tout ça? Est-ce qu'on partage? Si oui, comment? Voilà. Ensuite, sujet de la maintenance, c'est aussi important de se le dire parce qu'une fois que la solution est intégrée, se pose la question de sa maintenabilité. Alors, c'est vrai que ça peut être aussi une opportunité pour la startup de se lancer sur un nouveau business model, avoir par exemple un abonnement de maintenance de la solution. Ça peut être intéressant. Et ensuite, les éventuelles suites du partenariat. Alors, pendant la task force, donc c'était un grand groupe qui nous parlait de ça, où en fait, ils faisaient des contrats qui prenaient de l'intensité en termes de responsabilité, enfin, d'importance, de sensibilité. Et donc, en fait, on peut se dire, ben voilà, si ce premier contrat est réussi, eh bien, on va passer à un autre contrat. Voilà, on va avoir un périmètre un peu plus grand. Ça peut être intéressant de se le dire dès le début et en fait qu'on arrive un peu à combattre ce fameux POC gratuit, donc qui voudrait que les startups travaillent gratuitement pour une phase de test. Dans les faits, ça ne se passe plus trop, mais voilà, c'est intéressant de se le dire également pour se dire, ben voilà, on a réussi notre test. Et bien maintenant, on peut passer la solution à l'échelle. On s'était rendu compte quand même que c'était souvent un peu obscur les conditions du passage à l'échelle. Donc, si on peut faire en sorte de maximiser ses chances, eh bien, on ne va pas s'en priver. Et donc ensuite, dans les annexes qu'il faudra mettre donc au contrat, évidemment, description du service, calendrier de mise en œuvre, qu'on ait un peu une roadmap, rétro-planning qui soit partagé. Quels sont les jalons et les KPIs à suivre pour chaque étape et le passage à la suivante? Très important. Le business plan prévisionnel, les accords de confidentialité ou NDA et les fameuses lettres de confort. Voilà pour ce document. On espère du coup qui vous sera utile. Et bien pour illustrer tout ça, je pense que ça serait pertinent donc de recevoir et bien nos 4 invités pour une table ronde de retour d'expérience assez concret. Du coup, Aurélie, Pénélope, Guillaume et Claude Sébastien, je vous laisse donc revenir sur scène. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus nous partager vos bonnes pratiques sur ce fameux mémo de collaboration. Et l'idée de cette table ronde, ça va être vraiment un peu de prendre toutes les phases un peu d'une négociation en amont. Comment est-ce qu'on choisit son partenaire? Comment se passe la négo? Comment on traite l'API? La fin de contrat, comment est-ce que ça se passe? Alors du coup, je vous propose peut-être de faire un petit tour de table avec une présentation rapide de chacun. Alors, Pénélope, t'as pu te présenter tout à l'heure. Du coup, on va passer directement à Aurélie, peut-être. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Aurélie Grinenberger, Chief Business Officer à Eligo Biosciences. Voilà, ravie. Merci, Aurélie. Claude Sébastien. Bonjour à tous. Claude Sébastien Herbourg. Je suis en charge de la partie Corporate Ventures chez Saint-Gobain qui s'appelle Nova. Donc, investissement et partenariat avec les startups pour l'Europe. Et Guillaume. Ouais, donc moi je travaille au sein de l'Open Innovation de la RI de L'Oréal.
donc sur toute la partie construction des partenariats stratégiques avec notamment les startups, avec un gros positionnement deep tech. Super, merci beaucoup. Alors du coup, pour lancer un petit peu le débat, donc on va commencer un peu par la phase amont. Du coup, la question, Aurélie et Pénélope, quand on est une start-up, comment est-ce qu'on choisit son partenaire? Et ensuite, on verra côté grand groupe, comment est-ce que vous êtes organisé pour gérer ces collaborations? Est-ce que vous avez un interlocuteur privilégié? Et quelles recommandations faites-vous aux startups Deep Tech? Alors, je propose de commencer par donc Aurélie et Pénélope sur vos bonnes pratiques pour choisir son partenaire. Oui, donc je commence, Pénélope, si ça te va. Nous, à LIGO Biosciences, on travaille sur des approches thérapeutiques pour des maladies liées au microbiome. Donc, nos clients, nos partenaires principaux, c'est essentiellement d'autres biotech ou des industries pharma. Donc, c'est commencer par connaître son marché, travailler en amont pour comprendre par rapport aux industries pharma qui nous intéressent, quels sont leurs axes stratégiques, quelles sont les heures thérapeutiques qui les intéressent, quelles sont les technologies qui les intéressent en particulier. Nous, on a une approche technologique assez poussée. Donc, si on s'adresse à un partenaire qui est très petite molécule chimique, voilà, il y a déjà un conflit. Donc, c'est très important de travailler en amont sur des sites web, sur les documents qui sont disponibles pour essayer de mieux comprendre quels sont les partenaires qui seraient les mieux adaptés à ce qu'on est capable d'offrir et essayer aussi de comprendre quelle est la valeur, comment positionner la technologie ou les produits qu'on a par rapport à leur portefeuille de produits, par rapport à leurs axes stratégiques. Et donc ça, c'est la première étape qui se fait sans rencontrer personne. Après, il y a une deuxième étape très importante, c'est la rencontre à travers des différentes conférences de partenariat ou d'autres conférences scientifiques qui sert à la fois à éduquer nos futurs partenaires sur la technologie qu'on développe, puisque comme toute entreprise deep tech, on est vraiment dans l'innovation, dans des choses qui n'ont pas été testées, vues par ailleurs. Donc, c'est très important d'éduquer les partenaires pour qu'ils comprennent ce qu'on fait et aussi que d'une certaine manière, ils s'approprient la technologie et se disent peut-être que j'ai envie de tester dans ce contexte-là et pour aussi mieux comprendre comment eux abordent l'innovation et créer des connexions personnelles qui sont toujours utiles pour continuer à échanger et faire grandir la relation avant d'entrer dans des négociations dans le cadre de ce que tu décrivais, Louisa. Merci Aurélie. Pénélope. Oui, alors je vais rebondir sur ce que disait Aurélie parce qu'effectivement, on a l'habitude de rencontrer des startups qui cherchent, qui ont fait une étude de marché, qui ont identifié des besoins, mais qui ne savent pas forcément vers qui se tourner et qui justement vont faire cette étude de marché pour identifier un peu l'environnement, identifier les sociétés présentes, qu'elles soient concurrentes ou potentielles partenaires. Et donc, en fait, dans le cadre de nos rencontres, nous, ce qu'on leur recommande, c'est d'utiliser les bases de données de propriété intellectuelle. La principale dans le domaine deep tech, ça va être les bases brevets en France comme à l'international parce que ce sont des vraies sources d'informations en fait sur les technologies existantes. Existantes pourquoi? Parce qu'en fait, on va retrouver des brevets qui ne sont plus en vigueur, donc qui sont déchus et pour lesquels la technologie est tombée dans le domaine public, mais aussi les technologies pour lesquelles qui sont toujours protégées. Et en fait, la base brevet va vous donner un état, ce que nous on appelle un état de l'art, donc voilà, vraiment le panel de l'environnement, et vous permet d'identifier justement les différentes sociétés qui travaillent sur un sujet sur lequel vous-même vous voudriez travailler. Après, on a un autre outil qui est très intéressant, c'est la cartographie des inventions. Donc, l'INPI propose un tel outil. Et en fait, avec la cartographie des inventions, on va pouvoir faire cette fois-ci un panel sur une technologie donnée. Donc, par exemple, les voitures électriques et plus précisément la batterie, et identifier justement sur quelles sont les orientations qui sont données sur ce sujet-là par chacun des acteurs d'un marché. Et donc là, à nouveau, en fait, la startup va être en mesure d'identifier les opportunités de développement de son innovation, d'orienter en fait sa recherche et développement, d'orienter donc du coup ses investissements, de bénéficier aussi d'une transparence sur le positionnement de ses concurrents et de sa propre innovation. Donc, comme le disait Aurélie, c'est important en fait pour un partenaire de comprendre nous où on veut aller et comment on va se positionner par rapport à tout ça. Et après aussi, du coup, ça va permettre d'identifier justement le partenaire adéquat
par rapport à ce sur quoi il travaille ou les orientations potentielles qu'on peut présumer avant même de le rencontrer. Merci beaucoup, Pénélope. Côté grand groupe, peut-être Claude Sébastien, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, voilà, à Saint-Gobain, comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a un interlocuteur privilégié? Voilà, comment ça se passe? Quelles recommandations tu peux nous faire? Bien sûr. Saint-Gobain, c'est un groupe d'une certaine taille, mais qui est assez décentralisé dans ses activités. Donc, il y a beaucoup d'activités différentes. Et typiquement, c'est assez difficile pour une start-up externe au groupe de trouver le bon interlocuteur. Ce qui se passe, c'est qu'on a créé donc Nova, cette interface dont je suis en charge pour l'Europe, justement parfois pour faciliter ces interactions. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est dans ce que la startup propose, dépendant de ce qu'elle va apporter au business, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être sur vraiment un domaine corps métier dans lesquels on travaille directement et on est directement un gros acteur sur un marché, ou est-ce qu'elle va travailler sur quelque chose qui nous intéresse dans le cadre d'une diversification. Et par rapport à ça, en fait, ce qui va être intéressant ce qui est important pour la startup, ça va être de trouver le bon interlocuteur en interne, donc ou dans les business ou à travers la R&D. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parfois pouvoir faciliter de trouver le bon interlocuteur en interne, mais très souvent, des startups ou des gens de la R&D ont déjà eu des interactions entre eux. Et voilà. Donc nous, là où on intervient, c'est quand parfois un investissement dans une startup est nécessaire pour justement renforcer ce partenariat. Mais en effet, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant. Il y a plein de complexités et il y a beaucoup de cas par cas. Donc c'est difficile de faire des généralités. On a de plus en plus des interlocuteurs dédiés au sein des business qui sont en charge du business development ou de la R&D sur certains domaines, mais il n'y a pas de page publique sur notre site internet qui dit quelle est la bonne personne au sein de Saint-Gobain. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en gros, n'hésitez pas à me contacter ou à trouver quelqu'un dans le business qui est le plus proche de ce que la startup fait. Super, merci Claude Sébastien. Guillaume, peut-être à ton avis sur la question. Donc c'est d'une part trouver le bon interlocuteur, mais aussi je pense c'est la créativité qu'on attend aussi, nous, des startups qu'on recherche, c'est d'arriver justement à connecter une idée ou une plateforme de type deep tech avec potentiellement une application qui pourrait être pertinente et à laquelle même nous, on n'aurait pas forcément pensé. Sachant que nous, bien sûr, on essaye aussi de notre côté d'aller vers les startups à travers toutes sortes d'outils, que ce soit des learning expeditions, des événements qu'on peut organiser, des événements auxquels on participe. On est branché aussi avec les fonds d'investissement qui ont aussi une vision du paysage des startups. Mais je crois que c'est également cette créativité dans cette capacité à créer des connexions entre des idées et des applications. C'est également une façon de se rendre très pertinent vis-à-vis de groupes comme le nôtre. Et du coup, vous m'aviez, quand on préparait la table ronde, vous aviez un quick win qui était, pourquoi pas, en fait, s'adosser peut-être à un fournisseur existant et ce qui permettait peut-être d'accéder plus facilement. Alors ça, effectivement, ça peut être une solution pour approcher un grand groupe. Ça peut être aussi une solution pour construire le deal lui-même, effectivement. Parce que nous, on travaille avec tout un écosystème de fournisseurs. Et effectivement, parfois, ça peut être le fournisseur, dans le cas de L'Oréal, le fournisseur de L'Oréal qui va être le partenaire le meilleur pour rentrer dans le monde de la cosmétique plutôt que d'aller en direct avec L'Oréal. Par exemple, sur des questions d'industrialisation de matières premières, typiquement, un fournisseur sera beaucoup plus à même d'être le partenaire adéquat que L'Oréal qui, lui, est plutôt être acheteur des matières premières. Super, merci. Et donc du coup, quand on identifie le potentiel partenaire, quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour aborder une négociation, pour la mener au mieux? Comment est-ce qu'on se prépare côté start-up, côté grand groupe? Aurélie, Pénélope, vous pouvez commencer. Côté start-up, déjà, on se prépare à une négociation en se préparant d'abord en interne.
Parce que au niveau propriété intellectuelle notamment, mais même gestion d'entreprise, il faut être en accord sur comment nous on est, et donc se poser d'abord les bonnes questions du pourquoi on y va, avec qui, quand, comment. Mais tout ça, ça repose pour la partie propriété intellectuelle d'abord sur savoir identifier ses actifs immatériels et savoir aussi identifier quel est le background qui est pas, donc les connaissances antérieures, qui sont pas protégées par des droits de propriété intellectuelle. Donc ça commence par ce travail-là. C'est d'abord faire le point sur sa stratégie. Après, ça veut dire aussi que pour les choses qui ne sont pas protégées par des droits de propriété intellectuelle, type le savoir-faire, ça, il ne faut pas l'oublier parce que beaucoup de sociétés l'oublient. Il n'y a pas que le brevet, il y a aussi le savoir-faire qui peut être lié au brevet. Il faut savoir l'identifier et savoir comment le protéger et le valoriser quand on va aller voir un partenaire. Parce qu'on n'a pas, c'est pas parce qu'on a, en deep tech, on a un brevet généralement, mais c'est pas parce qu'on n'en a pas qu'on ne peut pas y aller aussi entrer en partenariat. Les questions après à se poser, c'est est-ce qu'on a une bonne gestion interne, est-ce qu'on a bien tous les droits qui nous reviennent? Si on les a pas, est-ce qu'on, par exemple, si on a une licence de brevet, est-ce qu'on a le droit de la sous-licencier éventuellement aux partenaires grands groupes? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une revue de ses propres contrats. Après, il faut aussi s'assurer qu'au niveau de ces relations internes et externes, justement, on a bien encadré tous les actifs immatériels et leur utilisation. Ensuite, on va, une fois qu'on a fait un peu cet audit interne, il faut se questionner sur ce qu'on veut dans le partenariat, donc proposer le cadre général et les objectifs de la collaboration en réfléchissant à son offre de valeur, en faisant le lien bien sûr avec les actifs propriété intellectuelle, en réfléchissant aux apports qu'on va avoir nous-mêmes dans la collaboration, à ce qu'on attend de cette collaboration, comment on va partager le risque, comment on va partager aussi le financement, parce que la propriété intellectuelle, c'est pas gratuit, c'est un coût et c'est un budget qui s'anticipe notamment. Et avoir un partenariat avec un grand groupe peut faciliter en fait le financement de la propriété intellectuelle, surtout à l'international. On va aussi réfléchir à comment mobiliser ces ressources internes ou externes, mais surtout aussi, on va se poser les questions de ce sur quoi on va négocier et quels sont ceux sur quoi on ne veut pas négocier. Ça, il faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on est une start-up en fait qu'on est obligé de dire oui en fait à tous les sujets que nous proposera le grand groupe. C'est une très belle vue d'ensemble de ce sur quoi il faut penser. Avoir fait le tour de sa maison avant de la mettre en vente, c'est le minimum. Vérifier ce qui fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, est-ce que c'est réparable? Est-ce que ça n'est pas réparable et donc ça joue sur la valeur de la maison? C'est vraiment la base et c'est assez simple dans le principe. Vraiment faire le tour du propriétaire pour faire le tour du vendeur. Après, un point qui est souvent quelque chose que les startups ont tendance à vouloir anticiper, c'est de rentrer dans un accord de confidentialité avec un grand groupe le plus vite possible, parce qu'il y a ce sentiment que si on est en accord de confidentialité, ça veut dire que ça avance. Et il faut juste y réfléchir, parce qu'on peut avoir beaucoup de conversations utiles et fructueuses avec un grand groupe pour les intéresser, sans rentrer dans un accord de confidentialité qui fait que à la fois le grand groupe et nous, en tant que start-up, on se contamine mutuellement d'informations confidentielles qui peuvent après nous poser des problèmes parce que on a une information importante de ce grand groupe et comme en particulier dans des start-up, on n'est pas nombreux, on n'arrive pas à se couper le cerveau en deux, donc en général, on se contamine et il est difficile d'avancer. Donc c'est très important de ne pas anticiper. Je vois que mes collègues Claude Sébastien et Guillaume hochent la tête. De ne pas anticiper l'accord de confidentialité. Il y a plein de choses qui peuvent être discutées non confidentiellement. Et puis après, dans ces conversations non confidentielles, c'est là qu'on peut tester vraiment de partager nos intérêts, nos besoins, les choses qu'on n'est pas prêt à faire, mais aussi comprendre de nos partenaires leurs intérêts, leurs besoins et les choses qu'ils ne sont pas prêts à faire pour essayer de cadrer déjà s'il y a un intérêt commun à une négociation, à un accord de confidentialité et un contrat futur. Oui, non, très, très aligné aussi avec tout ce qui a été dit. Moi, il y a peut-être 2-3 points, quelques angles additionnels que je voudrais mentionner. Alors, il y en a un qui est pour moi très important aussi, c'est que quand on parle de mettre en place une collaboration, c'est quand même aussi de l'humain. Et arriver, donc on dit trouver le bon interlocuteur, c'est trouver le bon interlocuteur techniquement, mais c'est aussi apprendre à se connaître, établir de la confiance, s'assurer que quelque part la mayonnaise va prendre et que ça va permettre de créer les conditions
d'un vrai échange pour s'assurer déjà qu'on est sur la même planète, dans l'idée qu'on a, parce que parfois, des deux côtés, il peut y avoir une volonté de collaborer, mais peut-être qu'on n'a pas du tout la même chose en tête. Ça peut arriver en termes de, et pas seulement d'objectifs techniques, hein, ça peut être des horizons de timing, des types de prise de risque, d'investissement. Et donc ça, c'est important de pouvoir s'en parler, au moins déjà dans les grandes masses. C'est-à-dire, bah, voilà, OK, on est sur la même planète, on a des zones de convergence. Alors forcément, on a des zones où on sera différent. Les startups, les grands groupes sont des animaux très différents l'un de l'autre, et c'est pour ça que c'est intéressant de collaborer d'ailleurs. Parce que si on était pareil, on n'aurait pas besoin de collaborer. Mais bon, cette phase-là, je rejoins ce que disait Claude Sébastien aussi, c'est une phase qui est extrêmement importante. S'aligner sur les attentes, sur les timings. Par exemple, dans le cas de la cosmétique, on peut avoir des délais dans la R&D cosmétique, des délais qui sont longs, qui ne sont pas aussi longs que dans la pharma, mais qui peuvent être plus longs que ce qu'on peut imaginer quand on n'est pas familier avec la cosmétique. Et donc, moi, je sais que je passe beaucoup de temps sur cette phase-là, initialement, pour m'assurer qu'on aura des bonnes bases. Et c'est important aussi, je pense, de ne pas s'emballer trop vite, je pense, quand on est start-up. Parce que parfois, on va peut-être tomber sur quelqu'un dans un grand groupe qui ne sera pas vraiment familier avec qu'est-ce que c'est de faire une collaboration. Quelqu'un qui va être intéressé techniquement et donc qui va laisser créer des espoirs trop tôt, ou alors pas sur les bonnes choses. Il y a l'inverse. Si ça prend un peu de temps à prendre forme, ça peut être simplement qu'en face, la personne, donc en l'occurrence, personne dans le business développement, open innovation dans le grand groupe, va essayer justement de s'assurer qu'il y a vraiment un vrai soutien, des vrais sponsors en interne, qu'on aura vraiment les ressources pour vraiment pouvoir après revenir vers la startup avec quelque chose qui est solide. Donc, et c'est souvent là, j'ai remarqué qu'il y a parfois une incompréhension parce que le rapport au temps, il n'est pas le même. Dans une startup, chaque jour compte parce qu'il y a les questions de financement. Tous les jours, on brûle du cash, alors que dans un grand groupe, c'est un sujet parmi des centaines et on ne raisonne pas du tout sur les mêmes horizons de temps. Donc, il y a un peu cette tension qu'il faut arriver à gérer à travers une communication qui soit très, très franche, très honnête, où on soit capable de se dire les choses. Dire, voilà, moi, je suis désolé, moi, c'est comme ça qu'on fonctionne. Là-dessus, on peut s'adapter, mais là-dessus, on ne pourra pas. Comprendre de l'autre côté quelles sont les contraintes et puis voir si on peut trouver des terrains de convergence. Et justement, c'est ce que tu me partageais, c'était parfois aussi quand tu es grand groupe, avant de se lancer, comme disait aussi Aurélie, il faut faire le tour de sa maison avant de la vendre. Oui. Quand tu es grand groupe, il peut y avoir aussi parfois des overlaps. Tout à fait, ça c'est un très bon point aussi. Et c'est vrai que nous, on a un groupe comme L'Oréal, il y a énormément de projets partout, également à l'international. Et c'est un des sujets sur lesquels on est très, très vigilant. Aurélie parlait de la contamination par l'information. Il faut qu'on fasse attention de notre côté aussi, côté grand groupe, qu'on ne va pas aller s'engager sur un sujet où on a des recherches internes ou d'autres partenaires par ailleurs, ou des choses qui sont proches. Et si jamais on les identifie, nous, c'est notre politique de toujours en parler tout de suite aux partenaires en fait, dire attention, on travaille sur tel sujet, est-ce que ça vous convient, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette situation? Après, on peut trouver des solutions en termes contractuels pour faire des clean teams ou alors parfois échanger de l'information à travers des tiers de confiance. Donc, il y a des façons de gérer, mais cette notion de transparence par rapport à ce que le grand groupe fait par ailleurs est extrêmement importante. Donc ça, j'invite les startups aussi à challenger les grands groupes en disant parce que effectivement, pour un grand groupe, on a des centaines de projets, mais quand une startup, quand c'est le projet qu'on a, on ne peut pas se permettre de le mettre à risque. Donc, il y a un décalage en termes de niveau de risque dans le partage qui est bien sûr fait que ça met plus la startup à risque. Donc, c'est un élément de vigilance important. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, grande question, comment est-ce que vous le voyez, ce mémo de collaboration? Est-ce que c'est un document à sortir à chaque fois? Est-ce que c'est une checklist? Et également, est-ce qu'on peut un peu se dire, voilà, est-ce que ça peut aider d'aller du POC au passage à l'échelle? Et quels sont vos recos sur ce point? Alors, nous, le mémorandum de collaboration, en fait, il faut le voir comme un outil pratique qui va servir donc de chemin à la discussion qui va être engagée après avec le grand groupe ou inversement, parce qu'après tout, le grand groupe peut aussi s'en servir. Mais c'est vrai qu'il sera peut-être un peu plus utile à la startup parce que la startup n'a pas l'habitude de ces partenariats. Et donc, en fait, en remplissant les différentes catégories du mémorandum, notamment pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, on va l'inviter à se poser les bonnes questions au bon moment. Après, ça lui apportera sûrement d'autres questions aussi. Et le but, c'est un peu ça, c'est de soulever des questions auxquelles elle n'aurait pas pensé. Donc, ça reste une base de travail pour nous, ce qu'on peut recommander en fait aux startups qu'on accompagne. Et l'idée après, c'est qu'elle peut-être qu'à partir de ce document, au fur et à mesure de l'expérience, elle en fasse sa propre matrice
puisqu'elle saura qu'en fonction des projets, elle se posera plus ou moins certaines questions et que donc elle adaptera un peu comme on peut le faire avec des modèles d'accord de confidentialité, par exemple, qui sont toujours des choses à adapter. Elle adaptera en fonction des circonstances, en fonction du secteur d'activité, de la technologie concernée, tout simplement. Ouais, pour ajouter à ça, je trouve que c'est vraiment très très bien d'avoir fait ça. Je pense que ça peut être très utile pour les startups, surtout pour avoir une meilleure idée de ce qu'on pourrait leur demander ou de ce qu'il faudrait des sujets auxquels il faut qu'elles pensent et se préparent. Après, je suis pas sûr qu'il faille l'utiliser absolument pour encadrer la relation. C'est-à-dire que si c'est pour générer plus de complexité dans une relation, en disant bah regardez, j'ai ce document, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Je suis pas sûr que ce soit la bonne approche, mais en effet pour se préparer en amont et mieux comprendre les attentes d'un grand groupe, je trouve que c'est très bien fait et ça c'est vraiment ça englobe beaucoup de choses. Non, moi je suis tout à fait d'accord aussi. Je pense que pour moi c'est vraiment un document de bonne pratique. C'est pas quelque chose qui va forcément être rempli ou suivi à la lettre, mais qui est vraiment là pour moi un énorme bénéfice pour moi, c'est de structurer l'approche, de s'assurer qu'on loupe pas de grands sujets. Après, chacun peut se l'approprier à sa façon. Je pense, et même du point de vue grand groupe, je pense que ça peut avoir un intérêt quand on est amené justement à éduquer des populations qui ont peut-être moins l'habitude de travailler avec des startups, de me dire, ben voilà, c'est ça les bonnes pratiques, c'est ça les questions que se pose une startup pour aider les gens à se mettre dans les chaussures de l'autre, en fait. Et ça, c'est un élément qui est extraordinairement important dans toute collaboration. Et d'ailleurs, ce dernier point, il n'est pas seulement grand groupe avec startup. C'est vrai, entre grands groupes aussi. Il ne faut pas s'imaginer qu'entre grands groupes, c'est toujours un long fleuve tranquille, hein, parce que chaque groupe est différent et il y a d'autres types de difficultés. Exactement. Et c'est toujours cette capacité à arriver à se mettre dans les chaussures de l'autre, pas pour négocier contre soi-même, chacun a ses intérêts, mais pour vraiment se dire, bah, ok, je comprends en fait les points de blocage, les points importants, c'est ceux-là. Et parfois, il y en a qui vont être très importants d'un côté et sans aucune importance de l'autre, et vice-versa. Et si on ne les traite pas, bah, ça peut aller bloquer des discussions qui, par ailleurs, pourraient parfaitement avancer sur plein d'autres volets, quoi. Du coup, Aurélie, peut-être que toi, sur les sujets un peu du passage à l'échelle, parce qu'on peut quand même rappeler que tu es derrière le partenariat avec GSK, bravo à toi. Est-ce que tu as peut-être des bonnes pratiques à nous partager là-dessus? En fait, typiquement, sur le mémo lui-même, c'est ce que voilà, tout le monde a dit, éviter les angles morts et le fait d'avoir une checklist. Je voulais juste peut-être rajouter le fait que tout n'était pas nécessairement à avancer au même rythme. Il y a des choses qui doivent être potentiellement principalement avancées. Et pour moi, par rapport au partenariat qu'on vient de faire avec GSK, qu'on vient d'annoncer avec GSK, en fait, là, il y a 2 points majeurs qu'on a traités en premier. C'est de quoi parle-t-on, quelle est la science qui nous réunit, quel est l'objectif stratégique scientifique qui nous réunit. Et ça a pris, on va dire, la première partie de notre conversation a été là-dessus. Et puis, pour revenir sur un aspect qui intéressera aussi Pénélope, c'est sur la partie de la gestion de l'IP. Donc, nous, on travaille sur une technologie, une plateforme. Et donc, notre IP, il faut qu'on soit capable de la licencier à un partenaire, mais sans amputer notre capacité à licencier à un autre partenaire. Et donc, cette capacité d'identifier l'IP qui est licenciée et comment on retient notre IP plateforme, à la fois pour nos propres projets, mais pour des projets futurs avec d'autres partenaires dans d'autres aires thérapeutiques ou pour d'autres applications. C'est vraiment un travail à la fois en interne, donc toujours cette idée de bien comprendre comment on fonctionne, mais aussi en interaction avec GSK dans ce cadre-là, de savoir ce qui était important pour eux, ce qu'on pouvait garder pour nous, et de se mettre autour de la table sur ça. Ça permet à la fois de mettre la relation avec ce partenaire-là en bonne voie, mais aussi de permettre un scale-up de la plateforme en général pour le futur. Donc, de ne pas se limiter en fait à une interaction avec un seul partenaire. Merci Aurélie. Et du coup, la transition est toute faite sur ce sujet de gestion de la propriété intellectuelle.
Pénélope, j'imagine que tu as plein de choses à nous partager. Plein de choses, je sais pas. Après, c'est des points d'attention parce que on arrive dans une collaboration avec ses propres actifs, ses propres connaissances, comme j'expliquais, hein, et Aurélie l'a très bien dit. Hein, on fait le tour de la propriété avant de la vendre ou de la licencier, même d'ailleurs. C'est-à-dire que du coup, on sait que quand on va dans un partenariat, on va pour un résultat commun. Mais ça veut dire que ce résultat commun, il faut après savoir comment on veut l'exploiter. Et c'est là où la propriété intellectuelle et sa gestion, en fait, trouvent de l'importance. Parce qu'on va pouvoir peut-être se dire que si on est deux partenaires, on peut être copropriétaire. Mais alors là, à ce moment-là, ça veut dire qu'une copropriété, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, il faut nécessairement avoir recours à un accord de copropriété qui va prévoir des quotes-parts, qui va prévoir aussi les grandes décisions qui sont liées à l'obtention du titre de propriété industrielle concernée, avec les phases de dépôt, la rédaction des revendications, comment on va répartir les coûts, qui va agir en défense de la propriété intellectuelle. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête et qu'il faut anticiper. Donc après, est-ce que la copropriété, par rapport à son propre modèle économique, s'est adapté ou pas? Peut-être pas. C'est là qu'on va se dire, pourquoi pas alors à ce moment-là laisser l'un ou l'autre propriétaire et prendre une licence, mais dans quelles conditions? Aurélie l'a très bien dit. On a besoin peut-être de garder la propriété sur certains sujets, mais pas sur d'autres. Et donc, de consentir une licence pour un domaine particulier, peut-être, ou sur un territoire particulier, parce qu'on n'a pas les moyens nous-mêmes d'aller sur ce territoire-là. Donc, tout ça, ça s'anticipe, en fait, la propriété intellectuelle, et ça s'anticipe en négociant avant. Parce que la difficulté, c'est que si on ne l'anticipe pas, au moins un minima, on se retrouve avec ces résultats au final, et là, on est reparti pour des mois et des mois de discussion. Et donc, des mois et des mois de discussion, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas commercialiser le résultat. Donc, il faut encadrer pour éviter, en fait, de perdre du temps à la fin. Super, merci Pénélope. Guillaume, Claude, Sébastien, comment ça se passe chez vous, du coup, avec ce sujet épineux de la propriété intellectuelle? Donc, effectivement, je crois, comme ça a été dit, la propriété intellectuelle, c'est quand même le nerf de la guerre dans la plupart des négociations. Après, je pense que c'est important aussi de garder en tête que pour gérer ces aspects-là, on peut aussi raisonner par étapes. Après, ça dépend des types d'activités, ça dépend des projets, bien sûr, mais on n'est pas forcément dans une collaboration, on n'est pas forcément tout de suite dans une étape où on va aller accorder des droits sur la propriété intellectuelle. Il peut y avoir des étapes avec un contrat d'évaluation, avec des accords de développement qui peuvent être moins engageants d'un point de vue propriété intellectuelle pour la startup et qui peuvent être une bonne façon aussi de dérisquer. Donc pour des groupes qui vont être un petit peu plus prudents, pour des grands groupes qui vont être un petit peu plus prudents en termes de prise de risque, ça peut être une solution qui est intéressante aussi, avec bien entendu la contrepartie, c'est que ça fait avancer le projet et donc après, si la technologie est plus mature, après, quand on négociera le deal de licence, pour le grand groupe, ça coûtera plus cher, mais en même temps, on aura réduit le risque. Donc, ça peut être aussi des angles de négociation ou de structuration du projet par étape qui peuvent permettre aussi de résoudre certaines situations si on n'est pas sûr à un moment donné de dire tiens, est-ce que je suis déjà prêt à accorder une licence, à accorder des droits sur ma API ou pas? Moi, j'aimerais ajouter que la propriété intellectuelle, évidemment, c'est très important, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même beaucoup de brevets qui sont créés ou de bonnes idées, mais qui n'arrivent pas à devenir des innovations parce qu'elles ne sont pas adoptées par le marché. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas se braquer là-dessus et faire en sorte qu'en effet, la startup apporte plus que des brevets. Voilà. Et typiquement, c'est ce qui se passe souvent dans les grands groupes, c'est-à-dire qu'on travaille sur des problématiques pendant des années. On a peut-être des dizaines, des centaines de brevets sur ce sujet-là. Et puis, un beau jour, il y a une startup qui sort et qui arrive à être beaucoup plus agile et à détourner ces brevets-là et à être beaucoup plus innovant parce qu'ils ont une équipe qui va bien, ils ont un positionnement marché qui est mieux approprié. Donc, en effet, c'est important la propriété intellectuelle et je pense que le document est bien fait là-dessus, dans le sens où c'est nous, quand on fait des dédiés, enfin quand on fait des co-développements, évidemment, il y a un travail sur qu'est-ce qui était en amont et qu'est-ce qui va être inventé et comment on va répartir les droits par rapport à ça. Mais ça ne suffit pas parce que pour vraiment avoir quelque chose d'innovant et un succès commercial, typiquement, les brevets ne suffisent pas.
Merci beaucoup. Et du coup, dernier point, ça va être un peu sur la fin du contrat. Comment est-ce qu'on anticipe ça aussi, par exemple, notamment avec ce sujet de la propriété intellectuelle, comment est-ce que vous l'abordez, vous, dans vos négociations, que ce soit avec une start-up ou un grand groupe, quelles sont les causes qui font que le contrat peut prendre fin, et du coup, en termes d'IP, comment est-ce que ça se répercute? C'est un point qui me tient à cœur, parce que la plupart des collaborations, la plupart des contrats de licence, en fait, se terminent. Très peu de contrats de licence ou de collaboration qui continuent ad vitam aeternam. Et c'est souvent qu'elles se terminent avant la fin, parce qu'on travaille en deep tech, les sujets sont complexes, le risque d'échouer est plus fort qu'ailleurs. Donc, on commence avec une très bonne idée, avec un plan expérimental qui a l'air d'être faisable, et puis après, on se confronte à la réalité. Et cette réalité, elle n'est pas toujours aussi évidente. D'autre part, quand on travaille avec des grands groupes, les grands groupes aussi s'intéressent à quelque chose, puis après, ils ont des changements, les collaborateurs changent, on se retrouve avec un groupe qui est moins intéressé. Et donc, il est toujours plus facile de discuter de comment on va divorcer avant de se marier. Et on a tendance à un peu l'oublier, mais c'est une conversation qui est très saine et qu'il faut avoir au moment où tout se passe bien. Moi, j'ai tendance à dire, à utiliser des mèmes, en fait, c'est-à-dire nous, si on était très mauvais et très méchants, et vous, si vous étiez très mauvais et très méchants, et qu'il se passait ça, comment on gérerait ça? Ça permet de dédramatiser la chose et de se poser les questions de qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas ou nous n'avons pas suivi les termes du contrat pour se mettre d'accord au maximum sur ce que ça veut dire pour, en particulier du point de vue de start-up, comment récupérer ses billes au maximum, comment ne pas perdre le projet complètement, comment faire en sorte qu'on survive parfois, parce que voilà, la fin d'une collaboration peut engendrer pas mal de secousses à l'intérieur d'une start-up, surtout si elle est petite. Si c'est une POC et que toutes les ressources sont occupées à faire avancer un projet, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces ressources? Si les données ne sont plus à nous, sont partagées avec un grand groupe, comment on peut continuer à avancer le projet? Donc, c'est vraiment des questions importantes à se poser, et il vaut mieux se les poser au début qu'au moment où ça commence à être un peu compliqué. Donc, moi, c'est une grande leçon que j'ai apprise et que j'applique, si possible, au maximum. Je suis d'accord. Ce qui peut être recommandé aussi, c'est de mettre en place, lors des comités de pilotage, des choses comme ça, de faire un point sur les livrables, les résultats, qui a fait quoi, comment on a travaillé, comment on a avancé, parce que en cas de rupture anticipée, ça permet de travailler plus vite sur ces résultats communs, qui en est à l'origine. Est-ce que c'est pas plutôt des résultats propres, des choses comme ça, et donc d'être un peu plus facilité sur la fin anticipée, parce que c'est vrai que quand on a une belle fin, on a tout le contrat qui gère bien, mais généralement c'est un peu plus compliqué quand c'est pas dû forcément à une absence de résultats techniques, mais pour d'autres raisons. Merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin. Voilà, la session touche à sa fin, donc à nouveau merci à tous les intervenants d'être venus partager votre expérience. C'était vraiment très riche d'enseignements. Merci à tous, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, à nouveau merci à tous, et donc je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.